Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart, chaque jour à la mi-journée 12h30, 13h et en fin d'après-midi la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, le démarrage d'une semaine chargée encore pour les investisseurs avec des réunions de banque centrale dans le sillage de la réunion de la Fed la semaine dernière. C'est au tour de la Banque centrale européenne et de la Banque d'Angleterre de se réunir, de communiquer leurs décisions de politique monétaire. Ce sera ce jeudi et pour la BCE et pour la Banque d'Angleterre, dont on attend qu'elle monte à nouveau ses taux d'intérêt de 25 points de base après la hausse de taux de décembre. Pour la BCE, on n'attend pas de décision, pas d'action à ce stade, mais on sera évidemment toujours très attentif au discours fluctuant sur l'inflation, avec une inflation en zone euro qui risque de surprendre encore à la hausse en ce début d'année 2022. On aura les premières estimations pour la zone euro, l'Allemagne, la France, pour un certain nombre de pays tout au long de la semaine, et l'inflation devrait rester élevée, notamment ne serait-ce qu'avec la question énergétique et un baril de pétrole qui a continué de progresser depuis la fin d'année dernière jusqu'à atteindre 90 $ environ pour le baril de Brent au moment où on se parle. La semaine sera marquée également par la poursuite des résultats d'entreprise avec l'autre partie des GAFAM qui publieront cette semaine après Microsoft et Apple la semaine dernière. Nous aurons Alphabet, Google, Meta, anciennement Facebook, ou encore Amazon qui publieront cette semaine leurs résultats. Et puis noter sur le front de la politique également quelques nouvelles qui étaient particulièrement attendues. Le statu quo politique en Italie, faute de pouvoir trouver un autre président de la République que Sergio Mattarella, qui va donc rester en place pour 7 ans de plus, à l'âge de 80 ans quand même, et Mario Draghi, lui, qui reste ainsi président du Conseil, Premier ministre, au moins jusqu'aux prochaines élections prévues en Italie l'an prochain. Et puis bonne nouvelle également du côté du Portugal, avec une grande stabilité politique depuis 2015, et le socialiste centre-gauche António Costa qui reste au pouvoir après les élections générales anticipées le week-end dernier. António Costa qui bénéficie à nouveau d'ailleurs d'une majorité absolue au Portugal. Voilà donc pour les éléments d'information et les nouvelles à suivre cette semaine, et le plan de trading bien sûr comme chaque lundi à 12h30 à suivre dans quelques instants avec Romain Dobry de Bourse Direct. Et des marchés qui restent nerveux en ce début de semaine, sans véritable tendance ni conviction. Les infos clés du jour à mi-séance en Europe, c'est avec Alix Nguyen. Pour sa dernière séance de janvier, Paris tente un rebond. Janvier ou le plus mauvais mois depuis septembre, avec une baisse de l'ordre de 2%. Pour l'heure, la tendance se trouve soutenue par le retournement haussier de Wall Street, elle-même tirée par les performances des techs vendredi. Et puis les deux préoccupations majeures la semaine dernière sont encore à l'ordre du jour, à savoir les tensions géopolitiques en Ukraine, mais aussi la perspective de resserrement monétaire aux États-Unis, sans compter que les conclusions de la BCE et de la Banque d'Angleterre sont attendues cette semaine. Vendredi, le S&P 500 a clôturé sur un gain de 2,4%, tandis que le Nasdaq a réalisé sa meilleure performance depuis mars et s'est adjugé 3,1%. D'après les données de Bespoke, au cours des 5 dernières séances, le S&P 500 a connu une marge de variation d'au moins 2,25%. Il est désormais 8% en dessous de son record. Le Nasdaq, pour sa part, est à 15% en deçà de son plus haut historique de novembre. Quant aux premiers résultats d'entreprise, le sentiment est partagé entre les déceptions provoquées par les banques et certaines technologies comme Netflix et la solidité dont ont fait preuve Microsoft et Apple d'autre part. Cette semaine seront publiés les résultats d'Alphabet, Amazon et Meta. En France, 4 sociétés du CAC se prêteront à l'exercice. Il s'agit de Dassault Systèmes, Publicis, Sanofi et Vinci. Sur le plan des statistiques, en 2021, la zone euro a enregistré une croissance historique de 5,2% après une chute de son PIB de 6,4% en 2020. On termine avec quelques valeurs. Orpea reprenait 0,5% ce matin. Il recule désormais. La semaine dernière, il chutait de plus de 48%. Yves Lemann a été relevé hier de ses fonctions de directeur général du groupe. Pour rappel, dans Les Fossoyeurs, un livre enquête publié la semaine dernière, il est accusé d'avoir mis en place un système de
maltraitance des résidents de ces EHPAD, avec pour objectif d'améliorer sa rentabilité. Il est donc remplacé par Philippe Charrier. Et puis Casino est en net recul. Le groupe indique avoir abaissé son estimation d'EBITDA pour ses enseignes de distribution en France en 2021 et anticipe désormais un repli de cet indicateur, et ce après un quatrième trimestre plus difficile qu'attendu. On relève que Carrefour recule aussi. Tendance, mon ami, chaque jour à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Le plan de trading, les enjeux techniques de la semaine à venir, chaque lundi à 12h30 avec Romain Dobré à mes côtés en plateau, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Bonjour, bienvenue Romain. Bonjour Grégoire. Merci d'être là. Bon, on termine ce mois de janvier qui aura été déjà un mois très chaotique sur les marchés, avec une volatilité qui s'est installée peut-être pour durer de manière très immédiate. Là, on voit tout de suite que le marché européen s'essouffle à mi-séance. Après, pourtant, un rebond très fort de Wall Street vendredi en clôture, qui a même permis aux indices américains de terminer sur une clôture hebdomadaire positive, je crois, après une semaine dingue. On est toujours dans un environnement très technique où vous ne décelez pas de panique générale, Romain. Non, un mouvement correctif, un mouvement baissier toujours. Malgré les écarts qu'on peut constater, malgré la vélocité du marché, en fait, il y a la volatilité et cette vélocité, cette rapidité des prix en intraday qui est incroyable, avec effectivement un indice S&P qui, dans une plage de fluctuation de l'ordre de 5% dans la semaine, plutôt baissière, termine en hausse de 0,77% finalement, ce qui est un pari qui aurait été incroyable et difficile à prendre, mais dans ce contexte technique, pourquoi pas, avec des niveaux de couverture bien identifiés, alors que la surperformance des indices européens eh bien, ça s'arrête. Le CAC 40 a perdu 1,45, l'Eurostoxx a perdu 2,20% dans la même séquence. Et on ouvre ce matin en hausse de plus d'1% sur l'indice parisien et on est déjà neutre ou à l'équilibre. Ouais. Voilà, sur un nouveau contre-pied, sur des niveaux extrêmement effectivement techniques. Il y a un changement de rythme qui se produit, c'est certain. Il y a une volatilité qui va durer. Des niveaux de couverture qui permettaient aux indices de réagir. 6730, 6830, on l'avait indiqué la semaine dernière. Niveau de rebond qu'on a testé 4, 5 ou 6 fois la semaine dernière à Paris. Un niveau de couverture qui était pourtant important, mais avec une position nette faible. Ça, c'est un détail intéressant. C'est-à-dire que quand on dit que les opérateurs sont complaisants, c'est-à-dire que si le mouvement de baisse se met en place, il va plus loin, il est brutal, il est violent et il va assez loin. Là, il a été assez brutal, assez rapide, mais canalisé et il s'est arrêté sur des niveaux bien identifiés. Là, ce qui se produit depuis vendredi, ce qui est intéressant, c'est que le rebond qui a eu lieu vendredi s'est fait sans soutien. C'est-à-dire qu'on a effectivement détruit les contrats futurs dans une séance de baisse au final, mais dans une séance où on ouvre point bas et on ne fait que monter. Ouais. On aurait dû voir se construire dans l'intérêt. Ouais. Et là, on détruit 4500 contrats futurs. Ça porte la position ouverte globale sur l'échéance en cours à 241 000 contrats, alors que, donc à 6965 points, alors qu'au moment de l'échéance des marchés dérivés à 7068 points, on avait 251 000 contrats ouverts. Donc on est un peu plus bas avec 10 000 contrats de moins. Ce qui est une bonne nouvelle en soi, parce que ça veut dire pas de pression baissière. Mais pas de soutien non plus dans les rebonds, des mouvements spéculatifs, et on le voit, dès qu'on arrive sur des niveaux charnières, rien ne se produit. Par ailleurs, sur ce qui concerne le niveau des couvertures sur les options, on constate que le niveau de couverture baisse, non pas que le nombre d'options de vente diminue, mais que le nombre d'options d'achat augmente. Les opérateurs s'étaient protégés dans des zones bien identifiées, 6007, 6850. Ça n'a pas changé. C'est toujours un niveau d'amortisseur et un niveau de support majeur. En dessous, c'est 6004, 6530, 6550, qui est le niveau d'amortisseur. Et avec derrière un peu de protection en dessous, mais cette grosse zone-là aussi, qui est comme par hasard la cible de notre vague de Wolf. Donc, vraiment important à surveiller. Et ce qui s'est produit, c'est qu'on a ouvert plus d'options d'achat dans le rebond de vendredi. Ce qui veut dire que les opérateurs se disent, bon, le niveau tient, manifestement un peu plus d'optimisme, et ça augmente la dangerosité du marché et le risque de phase corrective toujours. Donc on a des niveaux bien précis. On voit aussi que parmi les valeurs, les résultats ne font plus payer le secteur en entier. L'exemple d'LVMH est flagrant, avec une bonne publication, mais qui ne fait pas payer Kering, qui ne fait pas payer L'Oréal. Ouais. Ce qui n'était pas le cas avant, même il y a 3 semaines, quand Richemont publiait très bien, elle entraînait tout le secteur. Là, ça n'est plus le cas. Donc on a des marchés qui deviennent très discriminants, très sélectifs, et une phase corrective qui n'est pas invalidée encore.
Quand on regarde les indices américains, le S&P 500, après la semaine sauvage écoulée, Romain, effectivement, vous dites, on a réussi à préserver quand même, alors malgré des alertes importantes, on a réussi à préserver là, ce trading range, pour l'instant, qui tient. Qui tient très bien et avec des zones de trading range qui sont extrêmement propres et des niveaux qui fonctionnent bien. 4232 a très bien tenu. Et on voit que le range suivant donc, nous renverrait vers... On a décalé un peu l'alerte de moyen terme parce que, étant donné la volatilité, on adapte le marché, mais on est dans un trading range. 4365, 4535, on le réintègre, on s'arrête pile sur la médiane, 4430 points, on rebondit, ça nous permet de terminer en hausse de 0,77% sur la semaine et on préserve le trading range d'avant, mais les zones de fluctuation sont les mêmes précises, de mêmes amplitudes et des rebonds et des mouvements très techniques sur des niveaux techniques pour l'instant. Donc tant que c'est ça, tout va bien. Comment est-ce que la situation se traduit du côté des indices européens, si on prend l'Eurostoxx 50 par exemple, Romain? La semaine dernière a été intéressante pour l'Eurostoxx parce qu'elle permet de valider le canal haussier de moyen terme. Il y avait des mèches basses qui n'étaient pas toujours propres et là on touche un point bas aux alentours de 4039 points. Ça nous permet d'avoir ce canal haussier de moyen terme qui est lent, qui est peu pentu et qui a été bien défendu encore en fin de semaine lui aussi et qui donne un trading range et donc un niveau d'alerte de moyen terme qui est à 4039 points et qui nous permettent de donner des objectifs de correction complémentaire en cas de rupture. Donc sous ces niveaux-là, on a des chances d'accélérer jusqu'à 3857 niveaux importants, mais 3754 et donc toujours un mouvement baissier de court terme, mais une alerte de moyen terme qui est préservée dans l'immédiat. Bon, et pour comprendre alors spécifiquement le CAC 40, vous nous proposez de regarder la lecture du CAC 40 cash avec une unité de temps hebdomadaire, Romain. Oui, je reprends et sans quasiment changer grand-chose. Ouais. Le graphique de la semaine dernière où on indiquait, et celui d'il y a un mois d'ailleurs, celui où on indiquait la vague de Wolf en cours, avec cette zone de concentration d'options 6733, 6831. Sur les options, ce sont des chiffres ronds, mais ça donne des niveaux de support et de résistance importants. On est allé taper précisément dedans, 4 ou 5 fois la semaine dernière, là c'est un graphique hebdomadaire donc on ne voit qu'une mèche, mais on est allé taper ce niveau-là régulièrement et on a réussi à rebondir dessus pour l'instant. Reste qu'on a identifié grâce au mouvement de la semaine dernière et des mouvements des semaines précédentes un niveau de résistance très très important, 7068,59. Ouais. On le travaille depuis octobre-novembre, on l'a touché et testé 5 ou 6 fois, c'est un niveau de résistance qui est maintenant très très bien identifié et au-delà duquel, si on se réinstallait, on invaliderait la dynamique baissière. La volatilité actuelle et le calendrier font qu'il faudra clôturer au moins 2 séances, voire 3 séances au-delà de ce niveau-là pour considérer qu'on sort de cette logique baissière. Pour l'instant, on en est loin, puisqu'on va buter sur cette zone-là, 7040, 7060, 70 ce matin, et on réaccélère à la baisse assez nettement. Pas de soutien dans ce rebond, même s'il avait l'air important. Mais c'est un gros pivot à surveiller, vous dites, là, c'est 7068,59. C'est le chiffre important. C'est vraiment très très propre, et en hebdomadaire, de toucher autant de fois et de travailler autant de fois un niveau technique, il est clé. Et comme on n'arrive pas à finir de valider cette vague baissière, il faut chercher des niveaux d'invalidation, c'en est un majeur. Ouais. Si on regarde le futur CAC, le contrat futur CAC donc pour le mois de février, désormais, Romain, en unité de temps quotidienne. Quels sont les enjeux techniques là immédiats? Alors, on a réussi rapidement à réintégrer le canal baissier de court terme. On se bat autour pour l'instant. On en est plutôt sorti parce qu'on évolue autour de ces 6960 points alors qu'il est. Ce qui est intéressant surtout, c'est l'apparition d'une ligne de tendance haussière de court terme qui est en bleu, marquée par 3 points bien nets et donc qui va être notre alerte. Et le fait de savoir si on va ou non déclencher cette alerte baissière, elle est en haut de la zone tampon et de la zone de couverture d'options importante. Donc 6828, 6862. Elle est un peu plus haute aujourd'hui. Si on va casser ce niveau-là, encore une fois, il y a des chances que le travail fait par les options de vente ne soit plus suffisant et qu'on aille chercher les cibles suivantes. C'est surtout ça qu'on va surveiller. On est dans une zone neutre si on arrive à clôturer donc au-delà de 7003 et tant qu'on est sous 7142. Réactiver, franchir 7142 pour réactiver une dynamique haussière de court terme et donc 7237 pour la dynamique haussière de moyen terme, on n'y est vraiment pas pour l'instant. Si on regarde les devises, et c'est vrai que ça permet de suivre un petit peu l'analyse que vous faisiez sur le dollar, avec un dollar qui a quand même nettement rebondi. Si on regarde l'euro-dollar, techniquement, là, on est passé sous 1,12, donc désormais autour de 1,1150 au moment où on se parle, Romain.
Et on est allé chercher la cible au point près, vers 1,1104, de la figure en épaule-tête-épaule qui était active depuis plusieurs semaines maintenant, depuis octobre, déclenchée au mois d'octobre, et dont on se demandait, compte tenu de l'ampleur, si elle était réaliste. C'est le cas, malgré un rebond un peu au-delà d'un 14, presque à un 15, eh bien, on est allé chercher cette cible et on retouche la ligne de tendance baissière de long terme, l'oblique violette que vous voyez, qui date de 2008. Donc c'est vraiment important ce niveau. On constate que la position nette spéculative a augmenté aussi très nettement sur l'euro ces derniers jours, donc il y a une pression baissière qui fait que ce mouvement, pour l'instant, c'est une cible minimale. Ce mouvement pourrait se prolonger. On va voir si les vendeurs se débouclent ou pas. Mais cette zone 1,1104, 1,1225 est vraiment importante à préserver. Sinon, derrière, c'est retour probable à 1,0802 et retour sous cette ligne de tendance baissière de long terme. Et donc, invalidation de tout un mouvement qui a été entamé en août 2020. Donc, un changement fort. Bon. On comprend bien que derrière l'euro-dollar se jouent en grande partie les mouvements de politique monétaire. Ça fait partie des drivers importants. Une Fed qui pourrait être plus agressive. Qu'en sera-t-il de la BCE ? On aura la réponse jeudi, en tout cas pour les premiers commentaires et les premières évaluations de la Banque Centrale Européenne en ce début d'année 2022. Si on suit également alors d'autres calls qu'on a pu faire avec vous, enfin que vous avez fait très précisément, Romain, le Brésil. Ça fait 2 semaines qu'on parle du Brésil dans la sphère émergente. C'est un indice qui surperforme très largement. Très nettement. Il a rebondi de 10% en 15 jours. On a même allégé une partie de nos positions compte tenu de l'accélération. C'est stratégique et technique. C'est bon signe qu'il a rebondi de 10% en 15 jours. Mais effectivement, voilà, il y a des marchés qui montent encore dans ce contexte. Et ça, c'est vraiment intéressant à surveiller et à conserver comme amortisseur dans ce mouvement. Même si c'était assez compliqué comme région, comme zone géographique, ça peut faire partie d'une petite allocation intéressante. Et le potentiel est quasiment du double encore pour la suite, avec tous les aléas que ça représente. Et effectivement, le fait que le call date déjà d'il y a 15 jours. Bien sûr. Ce sont des points d'entrée moins faciles, mais c'est toujours en cours. Bon. L'Asie, alors, ne sera pas totalement fermée cette semaine, mais c'est semaine de vacances nationales et de Nouvel An en Chine, donc beaucoup de marchés vont rester fermés plusieurs jours en Chine continentale notamment. Donc, on va reprendre une discussion sur la Chine la semaine prochaine. Et puis, dans les secteurs qui vous intéressent également, alors c'est vrai qu'on en parle depuis un moment avec vous, dans l'ensemble des secteurs forts, on trouve toujours la banque, l'énergie, pétrole et gaz, et les télécoms qui, de plus en plus, montrent une forme de résilience. Le titre Orange, par exemple, est emblématique à Paris avec une hausse de 10% depuis le 1er janvier. Et qui est incroyable, qui continue à performer, qui prend 10% depuis le 1er janvier, qui a monté quand le marché baissait. C'est rare de voir ça. Et effectivement, qui a tout un secteur favorable avec bien là ce que vous avez sous les yeux, qui est le Stoxx Europe Télécom, sous la forme d'un tracker Lixor, qui est bien avec les valeurs, les principaux opérateurs télécoms allemands. Et puis à l'intérieur Orange, bien entendu. Il y a Nokia aussi qui a des configurations intéressantes. On n'a franchi le pas puisqu'il est sorti de son oblique baissière de long terme qui était actif depuis 2016 et c'est un secteur qui vraiment sous-performe et on voit que là le marché cherche des relais et va chercher vraiment de la value et sur des secteurs qui manifestement ont intérêt. Donc on est rentré dessus de façon stratégique aussi avec un niveau de résistance important à 36, 48, 37, 34 qu'on est en train d'attaquer, mais avec cette oblique baissière qu'on déborde avec une structure qui est vraiment intéressante. Donc il y a eu potentiel dans ce secteur-là. On note que l'auto en secteur global sous-performe maintenant. Alors individuellement, il y a des choses à faire, parce que les titres comme Renault ont encore du potentiel largement, et que le secteur des ressources de base aussi sous-performe. On n'aime pas tellement la configuration et les réactions récentes d'ArcelorMittal, donc on a allégé aussi de ce côté-là. En revanche, on surveille l'immobilier, les utilities et la santé, surtout, qui pourraient donner des signaux de frémissement. En cas de rebond, il y a toujours le secteur de l'aviation aussi qui nous intéresse. Pour l'instant, on est dans une phase corrective, on ne se précipite pas, on est toujours couvert, mais investi. Santé, immobilier, télécom, le point commun de toutes ces valeurs, de tous ces secteurs, c'est le rendement, le côté un peu ennuyeux, on appelle ça souvent des boring stocks, mais il y a du rendement et quand tout a beaucoup monté et que tout est déjà très cher, c'est peut-être vers ce genre de secteur que les investisseurs peuvent se retourner. Pour l'instant, ça semble être le cas. Pour quelques temps, effectivement. On verra plus tard, mais effectivement, la phase de correction est importante. On avance pas à pas dans ce marché avec vous chaque lundi pour le plan de trading, les enjeux techniques de la semaine avec Romain Dobré de Bourse Direct.
Et venons-en aux enjeux de l'économie américaine et plus précisément encore en matière de politique monétaire avec Thomas Koster qui est avec nous en visioconférence depuis Genève, économiste senior US de Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue Thomas. On est encore dans le sillage de la réunion de la Réserve fédérale américaine la semaine dernière et de la conférence de presse de Jérôme Powell. Si je comprends désormais Thomas, donc l'optionnalité est de grande ouverte, c'est peut-être même la nouvelle forward guidance d'une certaine manière pour la Réserve fédérale américaine. Si Jérôme Powell n'exclut rien, si le champ des possibles est totalement ouvert, qu'est-ce qui vous paraît aujourd'hui le plus probable en matière de resserrement de politique monétaire aux États-Unis, Thomas ? Alors, le signal qui était le plus clair, c'est celui qu'il y aura une hausse de taux au mois de mars, mais après, le reste était en effet assez peu clair, y compris l'analyse des sources de l'inflation. Ça, c'est le vrai problème de la Fed. La question, c'est est-ce qu'il y a vraiment de la demande excédentaire ou pas dans l'économie américaine ? À mon avis, oui, mais la question, c'est combien ? On reste sur un schéma inflationniste qui est surtout tiré par des problèmes d'approvisionnement et donc dans les supply chains et donc du côté de l'offre. La demande est certes donc très forte et contribue à cette inflation, mais on a une Fed qui est en effet très apeurée par l'inflation, très apeurée aussi par les signaux sur les salaires, parce qu'elle pense que donc les salaires vont continuer à se renforcer, et ce qui pourrait donner lieu à des tensions inflationnistes plus tard dans l'année. Mon schéma, c'est que la Fed va être, à mon avis, en ligne avec ses valeurs historiques, c'est-à-dire des valeurs de gradualisme, des valeurs de prévisibilité. Et donc ça plaide plutôt pour aller sur du 25 points de base de hausse de taux, 25 points de base potentiellement, à mon avis, chaque trimestre. Alors il y a peut-être un risque qu'une fois, elle nous fasse 2 hausses de taux de 25 points de base, mais je ne suis pas encore dans le camp qui dit qu'il va falloir faire une hausse de 50 points de base. Une hausse de 50 points de base, ça voudrait dire qu'il y a une certaine panique à la Fed sur l'inflation, et que deuxième chose, c'est qu'on tire quelque part la signal d'alarme et qu'il faut en fait tout de suite s'attaquer à la demande dans l'économie. Je pense qu'on n'en est pas encore là au niveau de la Réserve fédérale. S'il y a un sujet de demande quelque part quand même, Thomas, effectivement, et on pense notamment au secteur immobilier, est-ce que Jérôme Powell vous paraît assez spécifique justement sur cette question immobilière ? Beaucoup de vos confrères notent que Jérôme Powell a peut-être de la place pour être un peu plus justement focalisé sur la partie immobilière, d'autant que la Fed, à travers l'achat de MBS, de Mortgage-Backed Securities, agit sur la demande immobilière très fortement aujourd'hui. Est-ce qu'il y a là quelque chose d'intéressant pour la suite si jamais il y avait un vrai sujet de demande à traiter pour la Fed ? Oui, alors concernant le marché immobilier, ce qui est intéressant aux États-Unis, c'est qu'en fait, quand les taux montent, on a plutôt tendance à avoir un regain d'appétit pour l'immobilier, puisque les gens se précipitent pour verrouiller des taux d'intérêt bas avant que ça continue à monter. Et donc ça, il faut faire attention. Puisqu'on pourrait avoir potentiellement une fausse demande pour l'immobilier qui, par la suite, pourrait se retourner. Mais d'ailleurs, c'est un peu la même chose dans l'économie américaine maintenant avec les stocks, puisque les sociétés américaines font du restockage massif, avec un risque que dans la deuxième moitié de l'année, on se retrouve avec un phénomène de surstockage, mais qui, quelque part, n'aura pas de lien avec la Fed. Donc, pour revenir à l'immobilier, la vraie question, c'est qu'on n'est pas à des niveaux de taux d'emprunt long immobilier qui sont encore négatifs pour le marché immobilier. Je pense que le marché immobilier peut rester soutenu. La vraie difficulté pour le marché immobilier, c'est juste qu'on a cette question démographique avec quand même un essoufflement démographique américain. Donc il y a moins de gens jeunes qui arrivent sur le marché. Donc ça, c'est quand même en termes structurels potentiellement un frein, mais un frein qui à mon avis, qui ne se verra pas avant 1 ou 2 ans. On reste là dans une phase plutôt d'accélération, avec cette dernière accélération qui pourrait être tirée, comme je l'ai dit, par cette peur de voir les taux monter. Et donc, on se précipite sur le marché immobilier pour acheter avant que les taux montent. Prudence, effectivement, l'enfer est pavé de bonnes intentions quand on parle de politique monétaire. Sur le plan de la conjoncture, Thomas, parce que Jérôme Powell le redit également la semaine dernière, on est plus que jamais, la Fed est plus que jamais focalisée
focalisé sur l'économie réelle. Et de ce point de vue-là, Jérôme Powell, notamment quand il regarde le marché du travail, estime que la Fed a de la place, justement, des marges de manœuvre pour remonter ses taux, resserrer les conditions financières. On va voir quand même une forme d'affaiblissement assez marqué de l'économie américaine, de la conjoncture américaine au premier trimestre, Thomas. Enfin, dans quelle mesure est-ce qu'il faut se préparer justement à cet affaiblissement de l'économie américaine? Est-ce que cet affaiblissement prévisible au premier trimestre est un affaiblissement durable ou qui ne serait que passager selon vous? Oui, alors concernant la Fed, c'est vrai que la Fed finalement met beaucoup l'accent sur les données passées et ça peut être une ligne de critique. Peut-être qu'elle ne se concentre pas assez sur sa prévision des données futures, y compris après Omicron. Et deuxième point, on a la croissance et l'inflation. La Fed a tendance à être beaucoup plus focalisée sur l'inflation que sur la croissance. Et en effet, sur la croissance, on aura au premier trimestre certainement un petit à-coup de faiblesse qui est normal. On a le variant Omicron qui en effet tire à la baisse les services et un peu la demande. Mais à mon avis, c'est passager. Voilà, mais on aura par contre d'ailleurs l'inflation qui va être tirée à la hausse. Donc Omicron fait plus d'inflation et un peu moins de croissance. Et le problème, c'est que la Fed risque, à mon avis, d'extrapoler le signal sur l'inflation plutôt que sur la croissance. Mais en effet, je pense qu'il peut y avoir une optique assez bizarre au mois de mars, puisqu'on va augmenter les taux, alors qu'on aura des chiffres de croissance et potentiellement sur le marché de l'emploi, en effet, qui montreront une espèce de trou d'air. Un mot, je reviens à cette histoire de 50 points de base de hausse de taux, qui est une menace que certains agitent, et notamment, pourquoi pas, dès la première hausse de taux prévue en mars, pour choquer le marché et montrer le sérieux et la crédibilité que la Fed veut regagner dans la lutte contre l'inflation. Thomas, si la Fed vise effectivement un resserrement important des conditions financières, c'est-à-dire voir le marché baisser, voir les spreads de crédit s'écarter un peu plus, voir les taux réels remonter. Est-ce qu'il faut comprendre que, j'allais dire, les turbulences de marché depuis un mois ne sont pas de nature à effrayer la Réserve fédérale américaine à ce stade? Alors voilà, la Fed a clairement dit qu'elle regardait l'économie réelle et pas forcément les marchés actions. Donc ça, c'est le point numéro 1. Le point numéro 2, c'est qu'en tant que tel, une hausse de taux de 50 points de base, l'économie américaine peut très bien l'absorber, puisque l'économie reste quand même bien soutenue par le consommateur américain. On a quand même le robinet du crédit se remet en place. On a une épargne accumulée très forte. Enfin bref, les drivers de la croissance économique américaine sont là. Mais le problème avec une hausse de taux de 50 points de base, le problème c'est que c'est la philosophie qui est derrière. Et la philosophie qui est derrière une hausse de 50 points de base, c'est aussi de se dire qu'il faut s'attaquer au fameux effet richesse, wealth effect. Et c'est là où il pourrait y avoir un point à surveiller avec une hausse de taux de 50 points de base. Ça voudrait dire que la Fed change de logiciel économique et se dit il faut que je m'attaque à l'effet richesse dans les marchés actions pour pouvoir retirer à la baisse la demande qui est, selon nous, excédentaire. Et c'est là où il y aura potentiellement un point de danger. Donc, ce n'est pas tant les 50 points de base en tant que tels, mais vraiment la philosophie qui est derrière, qui donc serait beaucoup plus nocive potentiellement. Bon. Une menace qui est agitée, cette idée d'une hausse de taux, pourquoi pas plus brutale que prévu, de 50 points de base contre 25 points de base traditionnellement, en tout cas dans les précédents cycles de resserrement de politique monétaire aux États-Unis. Merci beaucoup Thomas. Thomas Koster qui est avec nous en visioconférence depuis Genève, senior économiste US de Pictet Wealth Management, invité de Smart Bourse à la mi-journée sur Bismart. On se retrouve ce soir en direct à 17h.